Ok, donc moi je vous parle de la grossesse dans l'hypoparathyroïdie, voilà mes liens d'intérêt. Et le plan de la présentation, donc l'idée c'est de faire quelques rappels physiopathologiques du métabolisme phosphocalcique chez la femme enceinte et allaitante qui est en euparathyrroïdie et en hypoparathyroïdie, pour les différences principales que ça recouvre. Le diagnostic éventuel qui en fait est relativement difficile et peu probable pendant la grossesse et les rares étiologies transmissibles qui pourraient soucier une femme enceinte. Les traitements médicamenteux, ceux qui vont être autorisés, les adaptations posologiques qu'il faudra faire et les données de vraie vie disponibles qu'on a sur la façon dont ces traitements évoluent au décours d'une grossesse et la surveillance telle qu'elle est préconisée, donc pour la mère, le bébé, l'enfant né et la prévalence des complications aussi telles qu'elles sont rapportées dans des études de vraie vie. Alors pour ce qui est de la physiopathe, donc notre collègue de Rennes en avait parlé un petit peu ce matin, beaucoup de choses ont tourné autour de la PTHRP. Donc la parathyroïde hormone relative protéine, elle a une très forte homologie de structure N-terminale avec la vraie parathormone. À ce titre, elle est capable d'activer son récepteur et de provoquer des effets biologiques a priori similaires. Sauf qu'il y a quand même quelques petites différences. La PTH, elle aura un effet endocrine, celui d'une hormone tout à fait classique, alors que la PTHRP aura essentiellement des effets paracrines et autocrines. Elle est produite pendant la grossesse, période qui nous intéresse, par le placenta et la glande mammaire, ce qui est aussi valable pendant l'allaitement. Mais en fait, elle est aussi produite par des très très nombreuses cellules et elle est très souvent impliquée dans des mécanismes d'hypercalcémie sur des problématiques carcinologiques. Alors, le métabolisme phosphocalcique pendant la grossesse, il n'est pas le même qu'en dehors de cette période-là, puisque ce qui va beaucoup changer, c'est qu'on va avoir cette PTHRP qui va être produite par le placenta et par la glande mammaire. Ce qui fait que la production normalement physiologique de PTH d'une femme qui a des parathyroïdes fonctionnels a tendance à s'éteindre pendant la grossesse. Cette PTHRP, elle aura des effets PTH-like sur l'os, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'activer les ostéoclastes et de mobiliser les réserves osseuses de calcium pour les ramener dans la circulation sanguine et les faire passer au bébé. Elle va aussi être capable de convertir la vitamine D en vitamine D active au niveau du rein, qui va permettre, avec le calcitriol, d'augmenter l'absorption intestinale du calcium, et donc de récupérer du calcium par ce biais. Et elle aura un mécanisme protecteur au niveau du rein de la mère pour limiter l'excrétion, favoriser l'excrétion de calcium pour éviter l'hypercalcémie. Donc on a une hypercalciurie induite par cette hormone. Et au niveau du placenta, elle a un effet localement actif, elle favorise le passage actif du calcium de la mère vers le bébé pour la minéralisation du squelette fœtal, qui est surtout très marquée au 3e trimestre de la grossesse. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien. Alors on connaît les variations physiologiques du bilan phosphocalcique au décours d'une grossesse, et donc on aurait, si on faisait ce dosage-là, une chute apparente du calcium total, puisque pendant la grossesse, on aura une hémodilution et donc une hypoalbuminémie. Mais normalement, le fait qu'on corrige la formule maintient un calcium corrigé stable pendant cette période-là. Le calcium ionisé, lui, n'est pas supposé bouger pendant la grossesse. Les mécanismes compensatoires qu'on détaillera après suffisent à le maintenir stable chez la mère. Donc normalement, il n'y a pas d'hypercalcémie au décours d'une grossesse physiologique. On va avoir par contre des variations importantes du calcitriol qui est supposé augmenter. Il peut être multiplié par 2 ou 3 pendant la grossesse parce qu'on aura une très forte activité 1-alpha-hydroxylase au niveau du rein de la mère, au niveau du placenta, là l'enzyme est aussi exprimée là, et au niveau du rein fœtal. Alors on aura aussi l'hypercalciurie, comme je viens de vous le dire, est très très marquée à partir de la 12e semaine de grossesse, qui augmente par l'absorption intestinale du calcium et l'augmentation de la filtration glomérulaire rénale, ce qui protège donc la mère de l'hypercalcémie. Et on aura aussi une très forte majoration de la calcitonine, qui va protéger la mère de la perte de masse osseuse pendant la grossesse. Alors du coup, pendant les 9 mois de gestation, la mère elle aura transféré en tout à peu près 30 grammes de ses réserves de calcium à son enfant pour qu'il minéralise correctement son squelette. 80% de cette quantité, elle sera transmise au 3e trimestre de la grossesse. Et ce calcium sera donc majoritairement issu de l'alimentation de la mère, via l'absorption intestinale, et de ses réserves osseuses. Et le transfert sera actif par le placenta, même si la calcémie maternelle est faible, il y a une sorte de vampirisation des réserves osseuses de la mère. Pour autant, il y a quand même des modifications hormonales qui sont des mécanismes adaptatifs qui font quand même en sorte que la mère ne sorte pas exsangue de cette grossesse. C'est notamment la majoration de son IGF-1 au 3e trimestre de la grossesse, qui va être stimulée par l'hormone de croissance placentaire, l'hyperœstradiolémie qu'on est supposé maintenir pendant la grossesse, qui est un environnement hormonal favorable pour l'os, et la production de calcitonine qui sera produite par la thyroïde, mais aussi par d'autres tissus qui acquièrent cette capacité-là pendant la grossesse, notamment le placenta, ce qui veut dire que même une femme thyroïdectonisée
a priori qui a une hypopara extra-dispute, est capable d'avoir de la calcitonine pour protéger son os uniquement au décours de sa grossesse. Alors, pour ce qui est du bébé, il finira quand même par avoir ses propres parastéroïdes. Elles dérivent des 3e et 4e poches pharyngées. Elles se forment vers à peu près 6 semaines de gestation, migrent vers la 8e semaine, et on pourrait détecter de la PTH fœtale si on faisait le dosage vers la 12e semaine de grossesse. Pour autant, on n'en détectera pas, puisque physiologiquement, elle va rester basse pendant toute la durée de la grossesse, puisque l'enfant est sous perfusion de sa mère et récupère passivement finalement le calcium qu'elle lui transfère. Donc sa PTH du bébé est freinée pendant toute la grossesse. Et son test fonctionnel, le crash test, là finalement pour continuer la métaphore automobile de Lucille, c'est au moment de la naissance, coupure du cordon, et on arrête brutalement le flux placentaire de calcium et on regarde s'il est capable ou pas de produire sa propre PTH et de réguler correctement sa calcémie. Et c'est donc normalement constatable immédiatement dans les premières heures de vie. Et ça peut être un peu compliqué chez certains prématurés qui vont avoir des parathyroïdes immatures et donc un risque accru d'hypocalcémie néonatale. Alors, pendant l'allaitement, il va y avoir de nouvelles modifications. L'état de la grossesse ne se poursuit pas après l'accouchement, puisque déjà, on n'aura plus la production placentaire de calcitriol. Le taux de calcitrium ayant tendance à se normaliser un peu après l'accouchement, le mécanisme d'absorption intestinale accrue du calcium pendant la grossesse cesse après l'accouchement. Pour autant, on a toujours de la PTH-RP, qui continue de limiter la production de PTH, sauf si on a une carence très très profonde en vitamine D, auquel cas la PTH de la mère peut remonter un tout petit peu. Et il faudra quand même continuer de transférer du calcium. Donc en fait, au moment de l'allaitement, le transfert du calcium à l'enfant se fera exclusivement sur la base de la réserve osseuse de la mère. Il n'y aura plus l'absorption digestive. Donc cette PTH-RP de la glande mammaire qui est quand même massivement produite pendant l'allaitement, ira puiser dans les réserves osseuses de la mère. Et en plus, contrairement à l'état de la grossesse, pendant qu'on allaite, la sécrétion de prolactine freine l'axe gonadotrope, inhibe la production d'œstrogène, et l'hypoestradiolémie contribue à libérer les réserves osseuses de calcium. Et donc c'est à peu près 6 à 12 mois après le sevrage de l'allaitement que la mère pourra espérer récupérer un métabolisme osseux normal et refaire progressivement son stock de calcium local. Donc en fait, la grossesse puis l'allaitement, c'est quand même un terrain qui provoque fortuitement donc une ostéoporose modérée mais transitoire. Et donc, il y a cette fameuse axe breast-brain-bone circuit. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire pendant l'allaitement, la PTH-RP produite par la glande mammaire va puiser dans les réserves osseuses de calcium. Le cerveau, donc avec la prolactine, freine l'axe gonadotrope, fait baisser le niveau d'œstradiolémie, contribue aussi à puiser dans les réserves osseuses de calcium, et ce qui va quand même protéger un petit peu l'os maternel pour ne pas finir complètement déminéralisé. C'est l'ocytocine qui est produite pendant l'allaitement, qui va stimuler les ostéoblastes, et la calcitonine, qui va quand même freiner les clastes, mais seulement s'il nous reste une thyroïde. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe chez la femme qui a une hypoparathyroïdie? Donc en fait, paradoxalement, la grossesse est plutôt une période d'amélioration, parce que la PTH-RP, elle va remplacer l'absence de PTH et un peu mieux réguler la calcémie. Mais c'est pas non plus magique, c'est-à-dire il faut quand même avoir des apports calciques per-os suffisants, il faut avoir un rein fonctionnel et il faut avoir de bonnes réserves osseuses. Il y a quand même pas mal de préalables, d'où l'intérêt de faire un check-up avant de valider le début de la grossesse et de la programmer autant que possible. Et ce qui sera pas si simple que ça, c'est que la production de PTH-RP, elle sera pas constante, ni pendant les 9 mois de la grossesse, ni pendant l'allaitement. Il faudra quand même monitorer pas mal les choses et éventuellement adapter les thérapeutiques. Parce que si on fait n'importe quoi, il y a quand même le risque d'aggraver l'ostéoporose ou l'ostéopénie de la patiente et d'aggraver ses calcifications rénales si on laisse une hypercalciurie sans frein. On se méfiera aussi des vomissements gravidiques, surtout au tout début de la grossesse, parce que ça peut complètement perturber l'absorption des traitements, la prise alimentaire, les apports de calcium par l'alimentation. Ça fera varier le pH, ce qui peut faire moduler les dosages de calcémie, surtout si on fait des dosages de calcémie ionisés. Et les vomissements peuvent aussi cacher une crise hypercalcémique, donc c'est pas forcément le début de la grossesse qui provoque ces vomissements, donc méfiance par rapport à ça. Alors voilà pour la partie physiopathe. Donc pour ce qui est du diagnostic, il me semble que c'est quand même moins que probable qu'on découvre une hypopara pendant la grossesse, parce que la plupart des étiologies sont absolument sans lien avec cet état. Et qu'en fait, c'est plein de pièges aussi par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur la physiopathe, c'est-à-dire qu'en fait, on risquerait de surdiagnostiquer une hypopara si on s'intéressait au calcium total, qui provoque une fausse hypocalcémie pendant la grossesse. On pourrait s'inquiéter d'une PTH basse, mais qui est juste freinée par la présence de PTH-RT, donc qui n'aurait aucun sens, surtout si elle ne serait pas rapprochée d'une hypocalcémie réelle, ionisée ou corrigée. Et on pourrait sous-diagnostiquer le problème, puisqu'en fait, la calcémie étant quasiment normalisée miraculeusement par la PTH-RP, on pourrait ne pas se rendre compte qu'il y a un problème.
Et le phosphate est aussi maintenu normal pendant la grossesse. Donc, c'est pas du tout un moment opportun pour poser le diagnostic. Alors, la diapo est un peu chargée, mais si finalement le message est assez simple, il y a quand même, et ça a déjà été dit dans plusieurs topos là depuis ce matin, des hypoparas qui sont génétiques. Donc ça peut quand même soucier la mère de savoir si son enfant sera porteur ou non de la mutation. Et donc, ce qui restera le plus fréquent, c'est les syndromes de Dijorge. Mais en fait, 90% des cas sont quand même des mutations de novo. Donc, c'est pas tant la mère qui l'a transmis. À peu près 1 pour 3000. Il y a ces hypoparas autosomiques dominantes, mais c'est quand même des pathologies très rares. C'est une personne sur 100 000. Et il y a de la pseudo-hypoparathyroïdie qui va être à peu près 1 pour 150 000. Donc, c'est qui est le moins rare dans le très rare. Et il y a aussi les mutations AIR. Là où ça peut être intéressant, c'est que certaines formes, donc très rares mais très très sévères de la maladie, peuvent faire discuter du diagnostic préimplantatoire, faire du dépistage avant le début de la grossesse dans des centres de référence. Donc ça mérite d'être considéré dans les situations les plus graves. Voilà. Pour ce qui est du traitement, donc il y a des choses très spécifiques liées à la grossesse, mais sinon on va quand même redire des choses qui sont dites depuis ce matin, et là je me base sur le consensus de 2022. Finalement, le récent n'a rien changé par rapport à la grossesse. Donc, les objectifs du traitement sont les mêmes que toujours, c'est-à-dire maintenir une calcémie ionisée ou corrigée dans la limite donc inférieure des normes, maintenir la vitamine D dans la norme et que la mère n'ait aucun symptôme, ni d'hypo, ni d'hypercalcémie, et qu'on assure en même temps une minéralisation correcte de son enfant. C'est très compliqué de prédire comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'il convient de faire. On ne peut pas dire baisser ou monter de tant de pourcents. Il y a une énorme variabilité interindividuelle des besoins. Et qu'en fait, il y a plein de changements qui vont être nécessaires et qui vont aussi dépendre de changements hormonaux liés à la grossesse, de modifications diététiques, ce qui veut dire que même pour la même femme qui aurait plusieurs grossesses, elle peut les vivre de façon totalement différente d'une fois sur l'autre. Les traitements qu'on va pouvoir utiliser pendant la grossesse, ça va être l'alimentation, qui est quand même un vecteur important d'apport calcique, la supplémentation en calcium péros, la vitamine D active, la vitamine D et éventuellement le magnésium. Donc finalement la même chose que ce qu'on donnait avant d'avoir des nouvelles molécules. On ne donnera pas d'analogue de la PTH, puisqu'il n'y a aucune évaluation protocolaire qui a été réalisée dans ce cadre-là, même s'il y a quelques données, on va le voir dans la littérature. On sera obligé d'arrêter l'hydrochlorothiazide au premier trimestre de la grossesse, forcément. Ça provoque une hypoperfusion placentaire, il y a des risques de petite taille de l'enfant. Ça peut être repris avec beaucoup de précautions au deuxième et au troisième trimestre, mais globalement, il convient d'éviter. Et on essaiera de privilégier une supplémentation quotidienne en vitamine D, qui est beaucoup plus facile à moduler et à adapter pour la totalité de la durée de la grossesse, sauf s'il y a des gros problèmes d'observance, auquel cas c'est plus simple de réduire les ampoules. Et s'il y a une hypercalciurie, c'est les mêmes mesures que celles qu'on connaît déjà, c'est-à-dire limiter le sel, les protéines animales, hydrater et éventuellement donner du citrate de potassium pour baisser l'acidose. Pour les adaptations posologiques, en préconceptionnel, donc il faudra à tout prix stabiliser les concentrations de calcitrium, de calcium et de vitamine D. Il faudra arrêter la PTH recombinante si les patientes l'avaient avant. Le délai empirique qui est un peu cité à bas bruit dans la littérature, c'est 1 mois. Parce que 5 demi-vies de la transcon PTH, c'est à peu près une douzaine de jours. C'est beaucoup plus court pour le tériparatide. Mais en fait, il faudra du temps, une fois qu'on aura arrêté ça, pour rééquilibrer autant que possible les patientes sans ce médicament-là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se ménager. Pendant la grossesse, il n'y a pas d'anticipation possible, d'où une surveillance rapprochée qu'on va détailler juste après. Alors là, je peux vous montrer rapidement les 3 cas qui ont été rapportés dans la littérature de femmes qui ont conduit des grossesses sous analogue de la PTH. Donc, il y en a un premier qui a été publié en 2013. Donc, c'était avec du tériparatide en perfusion. Donc, perfusion par pompe, en fait. Et donc, la grossesse s'était passée sans difficulté. Et on a un deuxième qui a été rapporté quelle année ça, pardon, c'est 2022. Donc ça, c'était une femme qui avait une mutation autosomique dominante, activatrice du calcium sensor réceptor. Elle a donc eu le tériparatide dans une pompe pendant toute sa grossesse. Elle a accouché à 37 semaines sur une prééclampsie. Son enfant était a priori en bonne santé, porteur de la même mutation qu'elle. Et pendant toute la durée de l'allaitement, qui a duré 12 mois, il n'a pas eu besoin de supplémentation en calcium. L'apport de sa mère était suffisant, il n'a été traité qu'au sevrage. Et il y en a une dernière, donc, qui est un peu différente. Cette fois, c'était avec la forme de PTH recombinante que nous n'avons jamais eu en France. Donc, c'est une femme qui était une hypoparapostop, qui était traitée avec ce médicament-là, du calcium péros. Elle a fait sa première grossesse à 40 ans. Elle avait maintenu son traitement jusqu'à la 5e semaine de gestation avant qu'on le lui arrête. Le relais s'était a priori pas trop mal passé, mais elle a fait une prééclampsie du postpartum sur une hypercalcémie pendant l'allaitement et elle a décidé de reprendre son traitement et de poursuivre son allaitement avec la molécule. Et son enfant s'en est pas plus mal porté.
Et elle est retombée enceinte très rapidement après d'un deuxième enfant. Et donc là, elle voulait maintenir le traitement pendant toute la grossesse, mais ça a correspondu en 2015 à l'arrêt de sa commercialisation. Donc elle n'a été exposée que jusqu'à la 15e semaine de gestation. Et elle a quand même fait une prééclampsie sur l'hypercalcémie exactement pareil, donc on croit que ça n'a rien à voir. Et ces deux enfants, au moment où l'article est publié, ont 4 et 5 ans, ils sont en bonne santé. Il y a un léger retard d'acquisition du langage pour le second, mais qui a été attribué à d'autres phénomènes que l'exposition aux médicaments. Et avec le Palopeg, donc là je parle sous le contrôle de l'UTA que j'ai interrogé tout à l'heure, il y a un registre de la FBA qui est en cours. Et a priori, il y a eu 2 grossesses à Paris dans le cadre de l'accès précoce. Il n'y a pas de case reports publiés qui se sont pas trop mal passés, en tout cas aux dernières nouvelles. Alors, il existe quelques données de vraie vie. Donc, il y a notamment cette revue de la littérature, là, ce petit recueil plutôt rétrospectif des Italiens, où il y a 25 patientes qui avaient une hypopara, donc qui rapportent un peu comment s'est passée la grossesse pour elles. Et ils montrent un petit peu comment évoluaient leurs besoins en traitement. Donc là, vous voyez que le trait noir plein correspond à l'évolution de la supplémentation en calcium, Péros, qui augmente donc entre le premier et le deuxième trimestre, et ensuite se maintient plutôt stable jusqu'au 3e trimestre. Les tout petits pointillés correspondent à la vitamine D. Donc ça, c'est plutôt le reflet qu'elles étaient toutes pas assez substituées avant et qu'il a fallu quand même nettement accélérer les choses pendant la grossesse. Et les traits, les pointillés plus larges, là, sont la vitamine D active, qui, pareil, a nécessité d'être augmentée, puis plutôt diminuée dans la seconde partie de la grossesse. Ça, c'est les taux de calcium qu'ils arrivent à maintenir, donc ils arrivent à rester assez facilement pour la plupart des patientes dans les ranges physiologiques. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est que les symptômes des patients, donc les petits points bleus correspondent à avant la grossesse, puis ensuite premier, second, 3e trimestre et allaitement. Donc globalement, les patients ont moins de crampes, moins de tétanie, moins de paricélie pendant la grossesse, puisque paradoxalement, leur bilan phosphocalcique s'améliore avec la PTHRT. Par contre, il n'y a pas de différence du fait de l'hypercalciurie gestationnelle sur les calcifications rénales et le fait de faire des crises lithiasiques. Après la grossesse, donc on a des données sur leurs besoins en calcium notamment dans les 6 mois après l'accouchement et pendant l'allaitement. Donc c'est surtout à ce moment-là que les besoins en calcium Péros vont devoir être augmentés puisque l'alimentation est rarement suffisante pour subvenir aux besoins de l'enfant. Et ensuite, ils reviennent progressivement aux valeurs antérieures et on voit aussi qu'ils ont beaucoup de mal à normaliser les concentrations de vitamine D malgré les augmentations importantes qu'ils ont fait pendant la grossesse. Pour ce qui est de la surveillance, donc c'est le même consensus de 2022 qui s'était positionné, ça n'a pas été modifié dans la dernière version. Donc pendant toute la grossesse de la mère, il convient de faire un bilan phosphocalcique complet à peu près tous les mois jusqu'au 8e mois, puis toutes les semaines au 9e mois. Donc une surveillance vraiment très rapprochée. Et s'il y a un ajustement posologique, recontrôler une dizaine de jours après. Pendant l'allaitement, donc on s'attend à ce qu'il y ait une normalisation des taux de calcitriol, que la PTHRP produite par la glande mammaire augmente de façon significative et que ça majore la résorption osseuse. Donc en théorie, on devrait pouvoir baisser un petit peu les traitements et il recommande de pouvoir faire une biologie à peu près 1 fois par semaine le premier mois, puis 1 fois par mois pendant toute la durée de l'allaitement. Et il faut fortement décourager l'initiative qui conduirait à un arrêt brutal de la lactation, puisqu'il y a un risque majeur d'hypocalcémie à ce moment-là. Pour ce qui est de la surveillance fœtale, donc il y a quand même des risques si les taux de la mère sont mal stabilisés, et donc si elle n'est pas suffisamment, sa calcémie n'est pas normale et qu'elle est en hypocalcémie pendant la grossesse, ça va stimuler les parathyroïdes de son bébé, et il va avoir une hyperparathyroïdie secondaire. C'est-à-dire qu'il va lui-même liser son propre os qu'il avait commencé à constituer pendant la grossesse et sera finalement déminéralisé, et on peut voir des fractures in utero chez ces enfants-là, donc notamment des fractures costales qui vont donner un thorax anormalement étroit, une incurvation des os longs et des raccourcissements des membres. Donc ça, c'est des signes échographiques d'hyperparathyroïdie secondaire fœtale. En cas d'hypercalcémie chez la mère, on aura donc une suppression complète de la fonction parathyroïdienne fœtale et avec un risque beaucoup plus élevé d'hypocalcémie néonatale sévère puisqu'elles ne vont pas se relancer immédiatement après la coupure du cordon. Pour ce qui est de la surveillance néonatale, donc on surveillera les bébés avec un calcium ionisé à peu près 1 jour sur 2 pendant toute la première semaine. On les supplémentera de façon tout à fait standard avec de la 25OH vitamine D classique. S'ils ont un déficit en magnésium, ça va encore plus aggraver le risque d'hypocalcémie néonatale, donc il faudra volontiers les supplémenter s'il y a eu ce problème-là pendant la grossesse. Et normalement, leurs apports, s'il y a un allaitement, sont parfaitement stables. C'est à peu près 250 mg par litre, quelle que soit la calcémie maternelle et les apports Péros de celle-ci, c'est ce qu'on avait dit, c'est quel que soit l'état de la mère, tout passe dans le lait pour le bénéfice de l'enfant. Et on ne fait pas du tout de calcémie corrigée chez les bébés, c'est pas du tout fiable. La formule, elle a été validée qu'en population adulte. Leur albumine, elle est plus basse, leurs protéines plasmatiques, elles ont des structures un peu différentes et leur pH sanguin varie, donc c'est pas du tout une mesure qui est fiable.
Alors pour ce qui est des complications, donc c'est un petit peu répété par rapport à ce que je viens de vous dire. Si la mère est plutôt en hypercalcémie pendant sa grossesse, on aura donc l'hypoparafétale, un hydramnios et des hypocalcémies néonatales avec des convulsions. Pour la mère, ce sera une hypercalciurie et donc des lithiases. Si par contre la mère est en hypocalcémie, il y aura cette hyperpara secondaire fétale et de risque fracturaire intra-utéraux. Et il y aura des risques donc d'avortement, d'accouchement prématuré et de complications d'arythmie et de convulsions chez la mère. Alors, il y a toute une littérature sur le lien entre le taux de calcium et la prééclampsie. Il y a des recommandations qui existent en dehors de la problématique de l'hypopara. On sait donc que les problématiques hypertensives pendant la grossesse, c'est la première cause de décès maternel et de naissance prématurée, et que la prématurité, c'est la principale cause de décès néonatal et de mortalité infantile. Et que les survivants donc, sont quand même à risque d'avoir des maladies neurologiques et pulmonaires assez sévères. Et que les facteurs de risque donc, de l'HTA gravidique, c'est les grossesses gémellaires, l'obésité, le diabète, des très jeunes âges maternels. Et donc l'hypocalcémie, c'est clairement identifié comme étant un facteur aggravant pour basculer de l'éclampsie vers la prééclampsie. Et les recommandations de l'OMS de 2023 disent que, indépendamment de la problématique dont on parle, que pour les populations avec des apports faibles en calcium, il faut les supplémenter à visée préventive en leur donnant 1,5 à 2 grammes de calcium par os. Tant le lien est fort et marqué. Et ensuite, pour ce qu'on sait dans les populations dans lesquelles on a pu étudier un peu les grossesses qui ne sont pas assez fréquentes pour cette maladie rare, il existe un registre suédois qui comprend 97 femmes, donc les 139 naissances, qui ont été appareillées, puisque eux ont cette possibilité-là dans les pays du Nord, à des femmes donc non hypopara. Et ils notent quand même qu'il y avait une fréquence plus élevée dans la population hypopara de diabète et d'insuffisance rénale chronique, et que quand ils ajustent sur ces paramètres-là l'âge maternel et l'année de l'accouchement, il n'y a pas de différence concernant la taille des nourrissons et le périmètre crânien. L'âge gestationnel moyen à l'accouchement est ajusté, donc pareil, pas significativement plus précoce. Pas de différence sur les malformations congénitales et la mortalité périnatale. Donc, la majorité finalement des patientes ont pu avoir une grossesse normale. Les seuls outcomes qui ressortent, ça va être la nécessité d'induire le déclenchement de l'accouchement, et un poids de naissance qui va être un tout petit peu plus petit. Et ils ont essayé de comparer, mais les effectifs sont faibles, et les patientes hypopara post-op versus les autres, et il n'y a pas de différence significative dans ces deux populations-là. On a quelques données aussi sur un tout petit centre canadien qui a publié ces résultats, mais l'effectif est vraiment faible, c'est une douzaine de patientes. Ils ont un peu plus d'accouchements par césarienne chez les femmes hypopara versus la moyenne nationale canadienne. Ils ont pareil essayé de comparer, mais c'est plus petit, sur des hypoparas non post-opératoires qui auraient un risque d'accouchement prématuré et d'hypocalcémie néonatale plus marqué, et des hypoparas post-opératoires qui auraient plus de césarienne et d'hypercalcémie du postpartum en cas d'allaitement. Et enfin, il y a le même registre italien que celui que j'ai présenté tout à l'heure pour les adaptations de traitement. Donc là, ils notent que 8 sur leurs 25 patients, donc 32% des femmes, avaient des complications maternelles, prééclampsie pour 2 d'entre elles, hydramnios, placenta prévia et 3 naissances prématurées, mais c'était des femmes qui avaient des taux de calcium qui n'étaient pas parfaitement stabilisés. Et une femme avait aussi une grossesse par triplé, donc qui est déjà de fait très compliquée. Et il n'y avait pas eu de complications néonatales très marquées ou qui ont pu être directement rapportées à la pathologie. Donc une hypocalcémie transitoire et une détresse respiratoire, mais c'était des patientes qui avaient une pseudo-hypopara et les enfants étaient eux-mêmes mutés. Et alors ensuite, on redoutera quand même chez elles aussi l'hypercalcémie pendant l'allaitement, puisqu'en fait la PTHRP, elle est extrêmement élevée pendant cette période-là, bien plus que pendant la grossesse. Et la résorption osseuse est parfois massive. Il n'y a pas de transfert actif constant au fœtus, c'est rythmé par l'allaitement, donc s'il n'est pas régulier, ça peut vraiment poser problème, et il y a moins d'hypercalciurie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention, et que les case reports là, qui ont été, que j'ai cités avant, des femmes qui étaient sous tériparatide, ont eu ces problèmes d'hypercalcémie là, après l'accouchement, pendant l'allaitement. Voilà, donc ensuite j'en viens à la conclusion. Donc globalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Là, il y a plutôt en fait une période d'amélioration clinique pendant la grossesse grâce à la PTHRP, a priori sur la base de cohortes un peu petites, peu de complications néonatales, ou en tout cas peu de complications quand les taux de calcium étaient bien stabilisés pendant la grossesse. Mais c'est des femmes qu'il faut surveiller de près pour ajuster les traitements de façon régulière, car il y a des variations qui sont très difficiles à prédire et qu'il est important de préparer la grossesse, et que maintenant on attend donc les données de safety pour les nouveaux traitements, voir si c'est OK de les maintenir et éviter une période de déstabilisation pour préparer la grossesse.